Donc ça nous fait un petit peu basculer vers la planification urbaine, ce que tu nous dis là, et je vais peut-être donner la parole à Alexandre, parce que je sais que c'est un sujet d'innovation, les parcs relais et l'intermodalité. Peut-être tu peux nous dire 2 mots. Oui, en fait, on nous demande de plus en plus de réfléchir au covoiturage, parce qu'on voit le développement, avec l'arrivée donc, des véhicules électriques, et donc toutes les problématiques de pollution, c'est comment donner un avantage encore plus grand à ce type de véhicule. Donc à terme, très vite, on va pouvoir expérimenter ce qu'on appelle des voies de covoiturage, où on va pouvoir gagner du temps le matin en arrivant dans la métropole. Mais une des difficultés aujourd'hui, c'est si je covoiture avec quelqu'un, si je dois le déposer, et si je ne travaille pas au même endroit, où est-ce que je le dépose? Où est-ce que je peux le déposer en toute sécurité? J'ai envie de le déposer à un échangeur. Aujourd'hui, il n'y a pas d'arrêt sur les échangeurs. Donc au bout d'un moment, je vais me dire, je ne fais pas de covoiturage, je garde ma voiture, je fais tout seul et je continue. L'objectif aujourd'hui, c'est de créer justement soit des gros hubs, comme vous l'avez dit, on fait partir ensuite le hub, on garde son véhicule, et ensuite on fait partir une ligne de transport en commun forte vers le centre-ville, soit ce qu'on peut appeler des mini-hubs ou des aires urbains, c'est comment je peux déposer en toute sécurité un covoitureur ou même le bus qui arrive de Grenoble et qui va dans le centre de Lyon, qui peut s'arrêter rapidement au niveau d'un diffuseur, je dépose la personne qui est au maximum à un rayon de 3 km de son lieu de travail, et après, derrière, elle peut terminer à pied, elle peut terminer peut-être avec un autre covoitureur qui vient le récupérer à cet endroit-là, ou en vélo électrique, comme ça se fait de plus en plus, en trottinette, enfin bon, il y a plein de modes de transport. Mais la vraie problématique aujourd'hui, pour planifier ce changement de comportement, c'est le dépose-minute très rapide, quasiment sur l'autoroute. Et ça, c'est réglementaire aujourd'hui, on a du mal à faire bouger les choses, mais avec la pression des différentes métropoles, les différentes villes, les différents pics de pollution, on sait que ça a bougé dans les 2-3 ans. Pic de pollution, je vais rebondir là-dessus, tiens. Effectivement, l'avenir de nos villes, c'est aussi un air respirable, et la circulation, les véhicules électriques, c'est un sujet important. Eh bien, savez-vous combien aujourd'hui en France on a de voitures électriques en circulation ? 100 000. 100 000. Ce qui veut dire aussi des véhicules qui vont se développer de plus en plus, donc pour lier aussi ce sujet avec la planification urbaine, on a ECOP qui travaille sur ce sujet-là. Donc Ludovic, tu peux dire 2 mots du service que vous développez, le Pulse IRV? Alors, il y a effectivement 100 000 véhicules électriques en circulation depuis le début de l'année. La France est devenue le pays leader en Europe en nombre d'immatriculations, devant la Norvège. Je ne sais pas combien il y a de Lyonnais dans la salle, mais effectivement, je crois que l'hiver 2016-2017, on a connu un certain nombre de pics de pollution. Et je pense que la première fois où il y avait de la circulation alternée dans l'agglomération lyonnaise. Donc on vit tous au quotidien les effets des émissions des véhicules carbonés. C'est, pour rappeler un peu les chiffres, c'est le transport, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Je ne parle pas des polluants. Et dans ces 30%, il y en a 55 qui proviennent des véhicules particuliers. Alors oui, le véhicule électrique peut être une solution. Avec le véhicule électrique, il y a l'infrastructure de charge qui vient tout de suite derrière. On a aujourd'hui en France, il y a à peu près 16 000 bornes de recharge publiques qui sont déployées sur le territoire, avec une directive européenne très incitative sur ces sujets-là, puisque les ambitions sont de passer à 55 000 points de charge à l'horizon 2020. Donc il y a un peu de travail à faire dans les 3 années qui viennent. Voilà. Et ensuite, la question, c'est l'accessibilité de ces bornes de recharge, parce que les phénomènes qu'on voit apparaître aujourd'hui sont tout simples. On a parlé de stationnement et d'emprise immobilière juste avant. Les emplacements réservés à la charge de véhicules sont aussi utilisés de manière illicite pour stationner. Alors que ce soit du véhicule
essence diesel qui profitent de l'emplacement disponible pour stationner, ou que ce soit du véhicule électrique qui utilise l'emplacement de stationnement mais sans être branché. Voilà, pour donner une petite anecdote, il y a eu un petit buzz sur les réseaux sociaux pendant les fêtes de fin d'année. C'est Loïc Lomer, qui est un entrepreneur français qui est en Californie, qui est utilisateur de Tesla et qui de plus en plus se retrouve sur un des superchargeurs à devoir attendre que les autres utilisateurs de Tesla laissent leur place disponible, parce que tout simplement ils sont partis faire leurs courses dans le mall à côté et que l'emplacement est utilisé bêtement pour faire du stationnement. Voilà, et Elon Musk a répondu dans la foulée avec des mesures coercitives pour faire payer les utilisateurs Tesla. Voilà, ça ne règle pas le problème global. Donc nous, on vient avec tout simplement des systèmes de détection sans fil, où on va positionner des capteurs dans la chaussée, sur chacune des places, de manière à pouvoir détecter l'arrivée et la présence des véhicules qui stationnent sur les emplacements de charge, et avec un module de communication sans fil. Donc on va s'interconnecter avec la borne, avec la carte mère de la borne de recharge, de manière à pouvoir contrôler effectivement la disponibilité des places. Derrière, c'est utilisé à la fois par l'exploitant du réseau de l'infrastructure de charge pour contrôler les temps de présence et l'occupation effective. Et puis, ça va être poussé de plus en plus vers des applis smartphones grand public, de manière à ce que les conducteurs de véhicules électriques puissent avoir une vision claire des emplacements disponibles à un instant T. Voilà, l'étape suivante étant celle qui arrive très vite après. On se rapproche des sujets de stationnement et de parking. Ça va être la réservation de ces emplacements, et donc qui dit réservation, c'est la capacité à savoir vraiment quand on aura réservé son créneau d'arrivée, qu'il soit effectivement disponible. On va croiser infrastructure urbaine et services numériques auprès des citoyens. Dans ce que tu as dit, on sent bien aussi que, et là je vais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Alexandre, sur l'aspect développement entre grands groupes, start-up, collectivités publiques, parce que là on a finalement 3 start-up, même si ICOP aujourd'hui est presque une PME. Et du coup, lorsque les bornes sont installées et suivies, tu as besoin pour te développer de l'espace public. Aujourd'hui, sous quelle forme se développe ce service? Est-ce que c'est des expérimentations? Comment tu inclus en fait, comment tu développes ton service auprès des collectivités? Alors on n'est pas du tout sur du terrain d'expérimentation ou du pilote, hein. On est vraiment là sur le déploiement effectif de l'infrastructure. Il y a l'ADEME qui participe fortement en subventionnant les opérateurs qui sont les syndicats d'énergie, après qui délèguent ou pas leurs compétences publiques. Donc nous on va travailler à la fois avec le client final ou les intégrateurs installateurs qui sont les opérateurs classiques qu'on retrouve dans la Smart City, hein, des gens comme SPI, Vinci Énergie, SNEF, FH Énergie, etc., des plus locaux. Voilà, par contre, effectivement, on a besoin pour démarrer et valider nos produits d'un petit terrain de jeu. Et c'est là où l'interaction avec la collectivité est importante. Pour ICOP, on l'a vécu quelques années en arrière avec la métropole de Lyon, qui était à l'époque le Grand Lyon, où on a commencé par déployer, dans le cadre d'un projet de co-innovation avec le Grand Lyon, des capteurs dans la chaussée pour faire de la mesure de température des chaussées, de la température et de l'humidité de l'air extérieur pour les opérations de viabilité hivernale routière, c'est-à-dire les patrouilles de reconnaissance sur le terrain et les opérations de salage et de déneigement. Voilà. Donc, de fait, oui, à partir du moment où on met de l'objet connecté, du capteur, il y a besoin de valider à la fois les aspects simplement techniques, de connectivité, de capacité de ces objets à résister dans des environnements
extérieures contraints que sont une chaussée, une infrastructure, etc. Et puis de valider les bénéfices et les usages, que ce soit pour l'exploitant ou l'utilisateur final. Toujours tester en conditions réelles, pour valider le service. Réelles. Donc ça, du coup, je vais passer la parole à Safelight. Par rapport au développement de ton service, comment justement tu t'y es pris pour faire l'expérimentation et quelles difficultés tu as rencontrées et sur la croissance, finalement, le développement du service, comment justement tu vas développer cela? C'est un peu la même approche que mon collègue Dicom, du coup. La phase d'expérimentation était plus complexe à mettre en place qu'une phase de commercialisation. Donc nous avons commercialisé le premier dispositif à un tarif avantageux qui a permis le déploiement plus rapidement que s'il avait été vendu à plein tarif. Et ensuite, ce site commercialisé nous sert de vitrine pour inciter les autres collectivités à investir en ce sens. On avait une problématique de départ qui était assez simple et compréhensible de la part du pouvoir public, qui était que beaucoup se montraient intéressés, des subventions, des médailles, des prix de l'innovation venaient, mais la première commande a été dure à enclencher puisque beaucoup étaient intéressés, mais personne ne voulait être le premier. Maintenant qu'on a eu le premier, tout le monde pourra se positionner et voir le site de mise en application. Peut-être 2-3 mots, Olivier, puisque toi tu as eu un parcours avec une collaboration avec une LPA, une SEM, qui gère les parkings. Peut-être nous expliquer ton processus justement de développement du service avec LPA. Ça va reprendre un peu les éléments que vous avez cités. Pour une start-up, le plus dur, c'est déjà d'avoir un pilote, une preuve de concept. Et pour ça, c'est déjà le premier client. Quelles que soient les modalités ou le concept qu'on fait avec lui, nous on fait un partenariat réel, c'est-à-dire qu'on a vendu notre service avec les fonctionnalités de base et eux avaient la connaissance, on a la connaissance technologique, la connaissance métier. Donc c'est un opérateur historique de parking, Lyon Parc Auto, et du coup on apprend d'eux, ils apprennent de nous et on finit d'améliorer notre produit à leur contact. Et avec eux, mais le plus dur, c'est d'enclencher ce processus-là. Un grand groupe ou même déjà une grosse PME a toujours peur de la petite start-up en se disant est-ce qu'elle sera encore vivante dans 3 ans? Elle me vend un logiciel ou elle me vend une technologie que je vais amortir sur 5 ans ou 7 ans ou qui change complètement ma façon de travailler. Donc je change la société pour les 10 prochaines années et est-ce qu'ils seront encore là pour m'accompagner? Donc c'est très dur d'enclencher, il faut l'avouer, ce premier client. Moi j'étais au Tuba, on était dans l'incubateur, ça peut être un autre. Nous, pourquoi on était venu, c'est pas parce que j'étais au Tuba que je le vends, j'y suis allé pour ça. J'y suis allé parce que les membres de l'association, les partenaires, c'était des grands groupes. Je voulais justement avoir du contact avec mon premier client pour démarrer et montrer que c'était positif pour pouvoir enclencher la suite. Donc voilà. C'est ce petit lien dont on a besoin à un moment donné dans la vie de l'entreprise au début. Merci. On a surtout parlé là des plusieurs formes de mobilité avec cette approche data, usage, des personnes. On a très peu parlé des biens et notamment de la logistique urbaine qui est un vrai sujet aujourd'hui. Alexandre, est-ce que c'est des choses, vous, chez AP2R, que vous regardez, ces aspects de logistique urbaine? Oui, alors je vais me répéter un peu, mais c'est surtout cette partie hub qu'on souhaite créer en hub périurbain. C'est comment ces hubs qui en journée seraient utilisés pour les personnes qui font plutôt du domicile-travail, on pourrait les utiliser la nuit pour cette fois-ci faire du fret urbain. Donc je vais du hub vers le centre-ville. Et donc ça c'est un des axes de recherche qu'on regarde vraiment actuellement. Et un deuxième axe, c'est aussi, alors là on n'est plus du tout dans l'urbain, c'est comment avec l'arrivée du véhicule autonome, et on parle beaucoup des poids lourds, le poids lourd autonome, ce qu'on appelle le platooning, donc c'est un train de camion où il y a juste le premier où il y a un conducteur dedans, les autres se reposent et les camions sont connectés avec une interdistance beaucoup plus faible parce que ça permet de réagir beaucoup plus vite en cas de freinage et d'utiliser l'autoroute la nuit pour faire passer un maximum de poids lourds plutôt que le jour, parce que la nuit il y a moins de véhicules
léger, donc tu sais, moins d'accidents et donc beaucoup plus de sécurité. Donc comme ça, on développe le fret urbain via les hubs et le fret, on va dire, international via cette partie véhicules connectés. Et on pourra faire un Lyon-Turin, non pas par le ferroviaire, mais par l'autoroute. Ludovic, est-ce que c'est des aspects que vous regardez de logistique urbaine avec votre service PulseSteer? Alors, oui, le sujet de la logistique, nous on va le voir sous le prisme du stationnement du poids lourd, qui à un moment donné doit s'arrêter pour décharger sa marchandise ou occuper un emplacement de livraison. Donc l'enjeu, il est encore une fois de monitorer ces espaces-là, de savoir s'ils sont disponibles ou occupés, de manière à optimiser le flux logistique. On a pas mal parlé d'optimisation, je pense que c'est peut-être une lapalissade, mais les fonds publics sont de plus en plus rares. On n'est pas dans la construction d'infrastructures. Tous les exemples ici le montrent. L'idée, c'est, je pense, l'opportunité d'Internet des objets pour les infrastructures, c'est ça aussi. C'est d'optimiser l'existant et l'usage de l'existant de manière à, si on parle de flux de circulation urbaine, c'est écouler le flux de véhicules de la manière la plus fluide et la plus sécuritaire possible pour les conducteurs et les piétons. Les hubs APRR sont aussi dans cette idée-là. Donc l'Internet des objets, dans la vision d'ICOP, c'est aussi cette opportunité-là pour les infrastructures urbaines au sens large. C'est presque une phrase de conclusion, ça, Ludovic. Et donc du coup, avant de passer aux questions, je vais vous demander peut-être chacun une petite phrase de conclusion, peut-être en se projetant sur l'avenir de la ville dans quelques décennies. Donc concernant l'avenir, actuellement se pose la question des intelligences artificielles et des véhicules autonomes, notamment au niveau du choix des piétons. Elon Musk à travers Tesla et d'autres se pose la question de ce qu'il est préférable de faire au niveau des piétons, puisque quand on véhicule, on a souvent, je pense que vous l'avez tous vu ou en grande partie vu, l'image avec le choix pour l'intelligence artificielle qui se repose entre faucher les piétons sur le passage piéton ou sacrifier les passagers du véhicule. Et c'est à travers cette question qu'on apporte une réponse aussi en pouvant communiquer à distance aux véhicules l'information avant qu'ils aient à faire ce choix catastrophique. Voilà. Oui, alors en conclusion, deux choses. La première, c'est, on n'en a pas parlé, mais l'Internet des objets, et à côté de ça, je mets le digital. En fait, c'est une formidable opportunité, c'est qu'on fait bosser le client. Aujourd'hui, c'est le client qui nous dit là, je prends les grandes autoroutes, là c'est pas propre, là je voudrais ci, là je voudrais ça. Donc nous, au final, on n'a même plus besoin de faire de patrouille. Donc c'est quand même dingue, c'est le client qui bosse. C'est comme quand on prend l'avion. S'il y a 30 ans, on avait dit c'est à vous d'imprimer le ticket, à vous de vous préenregistrer et quasiment monter dans l'avion. Aujourd'hui, l'Internet des objets digital nous permet ça. Et donc, en deuxième temps, ça nous permet d'avoir un maximum de données. Et l'objectif, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ces données et comment on les optimise pour apporter le meilleur service. Et quand on parle de mobilité, c'est comment on imagine la ville en 2030, en 2040 et ces nouvelles mobilités pour qu'il n'y ait plus ces pics de pollution, qu'on puisse un peu mieux respirer par la suite. Pour rebondir sur deux points qui ont été dits sur les données, nous par exemple très concrètement, du service basique qui est trouvé une place, on la cherche sur l'application. On peut savoir maintenant la personne où elle est au moment où elle cherche une place. Pas uniquement elle arrive à un point où il y a un parking, elle n'a pas le choix, il est là. Pour demain, construire, aménager la ville, c'est déjà de savoir si les gens cherchent tous l'autre côté du pont. C'est pas ici qu'il faut construire une infrastructure ou optimiser. Et le deuxième point, c'est nous, typiquement sur le parking, demain il va y avoir beaucoup plus de services en plus. Et on a parlé des voitures électriques, il va falloir les recharger, on va pouvoir mettre des bornes que sur l'espace public. Donc ça peut être la station-service de demain, et ça peut être aussi un lieu, vous n'avez pas envie de rentrer chez vous pour recevoir vos courses entre telle heure et telle heure, qu'elles soient directement dans votre coffre, etc., etc. Il y a énormément de choses qui pourront se faire, et de toute façon à chaque fois qu'on rajoute un service, on pense au suivant. Donc
et les objets connectés vont aider à ça, justement. Et on génère de la data et on apporte du service aux citoyens. On a quelques minutes pour prendre des questions dans la salle. Bonjour, François Dangu. J'ai une question assez simple. Globalement, ce que vous avez décrit, c'est un écosystème. Chacun d'entre vous crée une société est potentiellement prête à communiquer des datas ou à les partager. Vous avez des réflexions justement pour ce partage de valeur sur la data dans vos entreprises respectives ou c'est trop tôt? Il y a la valorisation de la data ou le service issu d'une certaine mutualisation? Le service, enfin, déjà, ce que ça va amener aux consommateurs, donc, il y a des services en plus, donc, comme le disait M. Claude, il y a forcément une valeur déjà perçue, mais au-delà de ça, en fait, la mutualisation des données ou le mélange des données va faire que vous pouvez avoir des services augmentés qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais comment vous allez faire en fait pour les partager? Est-ce que vous avez déjà des réflexions sur ces modèles-là dans l'écosystème global de la Smart City? C'est pour moi assez compliqué. Ouais, nous, on est encore assez jeunes, trop jeunes pour encore avoir vraiment réfléchi à tout ça. C'est déjà assez nouveau que les services publics nous ouvrent les données, où on puisse utiliser certaines données pour optimiser les services. C'est évident qu'il y aura des entreprises privées, donc ça sera une certaine data qui génère sera toute leur richesse et ils commercialiseront là-dessus. Après, sur toutes les données, il y en aura forcément à ouvrir vraiment à la communauté, justement pour créer un écosystème autour de soi. Donc, pas forcément les commercialiser, mais plutôt les mettre en open source. Oui, juste pour compléter, il y a une solution pour nous en tant qu'autorité, c'est d'avoir intégré Tuba. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'on a beaucoup de données, mais c'est pas notre métier. On est plutôt des ingénieurs génie civil, construire, exploiter une autoroute, mais gérer les données, savoir qu'en faire et créer de la valeur, on ne sait pas, et c'est pour ça qu'on a voulu être partenaire de Tuba, et de se dire, ben voilà, on a ces données-là, il y a d'autres partenaires, et quelle valeur on peut créer? C'est exactement votre question. Comment on peut créer des choses qu'aujourd'hui on n'imagine même pas? Et du coup, comme tu parles de Tuba, et la posture finalement de Tuba, c'est de se dire finalement la valeur, elle est générée dans le service, à partir duquel que l'on va prototyper à partir des données qui peuvent être effectivement mutualisées. On sait qu'on peut valoriser des données aujourd'hui, des startups qui se lancent là-dedans. On est vraiment aux prémices, mais on est plutôt sur l'aspect de l'urban data, donc plutôt de la data urbaine, plutôt une logique d'aller valoriser le service auprès du citoyen. D'autres questions? Hein? Juste la deuxième question traînait un peu, je voulais juste finir du coup pour monsieur. On peut aussi générer beaucoup de data, mais il faut déjà aussi savoir comment l'analyser, la classer, arriver à faire une production, même en open source, balancer des données comme ça, on servira à personne. Donc arriver à les nettoyer avant de les produire, pour que ça puisse créer du service et créer des écosystèmes. Il y a aussi également une partie de la donnée lorsqu'une entreprise répond à un marché public. De plus en plus, il est demandé une certaine ouverture des données dans le marché public. Donc, ça, c'est aussi notre approche. Pas d'autres questions? Merci. Merci à vous.